Bonjour à tous. Donc, vous l'avez vu, avec l'arrivée du nouveau gouvernement, on a eu de la simplification. Et si ce n'était le talent de Jean-François être clair, eh bien, on n'aurait pas compris grand-chose en fait à l'IFI. Et en fait, c'est toujours comme ça avec le gouvernement français et avec et de tous bords. Hein, là, en l'occurrence, ça ne change pas. Ils arrivent en nous expliquant qu'en fait, on va simplifier les choses. Donc, nous autres conseils, on est inquiets. Et puis finalement, dès le premier texte, on est rassuré, puisqu'ils attaquent avec un impôt comme l'IFI. Et là, vous avez vu effectivement le degré de maîtrise qu'il faut avoir en fait, pour pouvoir répondre effectivement à toutes ces questions. Alors, heureusement, moi, j'arrive sur une partie qui est beaucoup plus facile, puisque ça s'appelle le prélèvement forfaitaire unique. Donc, prélèvement forfaitaire unique, heureusement, ça, c'est simple. Alors, c'est simple, sauf qu'on va se rendre compte que ce n'est pas un prélèvement forfaitaire et qu'il n'est pas unique, et qu'il y a des options, et à nouveau, on est retombé dans le travers français de ces différentes options. Cela dit, la mesure en elle-même est très positive, hein, donc on ne va pas bouder notre plaisir. Quel était le régime donc, fiscal antérieur? Je vous le rappelle, en matière d'intérêt, nous avions une imposition donc, des intérêts à 100% à l'impôt sur le revenu, plus les prélèvements sociaux, le cas échéant, la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus. Sur les dividendes, on avait une imposition sur le montant du dividende, donc 60% du dividende qui était taxable à l'IR et 100% aux prélèvements sociaux, et également soumis à la CEHR. Et quant aux plus-values de cession de valeur mobilière imposables, eh bien on avait ce régime un peu complexe avec un IR applicable à une base qui variait en fonction du délai de détention et des régimes de faveur ou pas. Cette plus-value était taxable à 100% par contre pour les prélèvements sociaux et elle était soumise à la contribution exceptionnelle sur les hauts revenus sans abattement. Donc on avait un régime qui était quand même un petit peu compliqué puisqu'on voit plusieurs types d'imposition en fonction de la nature des revenus et des plus-values. Si on regarde en fait ce qu'on avait finalement comme imposition, eh bien on voit que sur les intérêts, et pour faire simple et hors incidence de la fraction de CSG déductible et en considérant que je n'ai pas de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus, eh bien, j'avais un total sur les intérêts de 60,5% au maximum, pour les dividendes à 42,5%, pour les plus-values, ça allait de 22,25 jusqu'à 60,50, et j'avais 4 régimes différents. Donc c'est sûr que lorsqu'on voit arriver le PFU qui nous dit un seul taux pour tout, on se dit super, sauf bien sûr pour notre activité de conseil. Prélèvement forfaitaire unique, donc le principe c'est le PFU, qu'on appelle également la flat tax, ça va s'appliquer sur les revenus de capitaux mobiliers, les intérêts, les produits réalisés sur instruments financiers, les dividendes, les plus-values de cession de valeur mobilière. Et ce prélèvement forfaitaire unique, en réalité, c'est déjà deux prélèvements. C'est le prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu et le prélèvement social. Donc, le prélèvement au titre de l'impôt sur le revenu, c'est 12,8, les prélèvements sociaux, c'est 17,2, ce qui veut dire que le taux aujourd'hui, c'est 30%. Mais si demain, la CSG passe à 18,2, eh bien, le PFU, c'est plus 30, mais 31%. D'accord? Donc, le PFU, ce n'est pas un taux, c'est deux taux, la somme de deux taux. C'est la somme de deux taux bas. Et le problème avec le législateur, c'est que quand les taux sont bas, il a tendance à vouloir les augmenter. Alors, ça pourrait marcher dans l'autre sens aussi, mais je ne sais pas pourquoi, j'y crois moins. Maintien de certains dispositifs, le régime actuel d'imposition des produits de contrat d'assurance vie afférents aux versements qui ont été antérieurs en fait, au 27 septembre 2017, l'exonération des intérêts des livrets A, des livrets de développement durable, des livrets d'épargne populaire, les régimes des PEA et PEA-PME, pardon, donc tout ça, pas de changement. La création d'un nouvel abattement fixe de 500 000 € pour le départ à la retraite, et parce qu'on va voir qu'effectivement nos régimes ont été modifiés. Alors cet abattement, il s'applique pour la cession par des dirigeants qui partent à la retraite de titres qu'ils détiennent depuis plus d'un an, pour les opérations, donc, notamment sur les réductions de capital jusqu'au 31/12/2022, et il n'y a pas de cumul avec l'abattement pour durée de détention de droit commun ou l'abattement renforcé. C'est-à-dire que le nouveau régime qu'on nous met en place, c'est un abattement forfaitaire de 500 000, et par contre, il n'est pas cumulable avec les abattements de droit commun. J'ai une option possible pour l'IR, donc lorsque je vous disais tout à l'heure, le PFU, c'est le prélèvement forfaitaire unique, c'est le prélèvement forfaitaire unique qui va s'appliquer, sauf si j'opte pour l'IR. Et si j'opte pour l'IR, eh bien du coup, j'ai la possibilité de bénéficier du barème progressif de l'IR avec certains des régimes antérieurs. Et on va regarder le détail. Pour les dividendes, si j'opte pour l'IR, eh bien ça veut dire que je reviens au régime que je connaissais avant, donc c'est la taxation à l'IR, mais sur 60% du montant de la distribution, et soumission
aux prélèvements sociaux sur 100% du montant de la distribution. Mais j'ai toujours cette possibilité de faire l'option. Pour les plus-values et pour les titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2018, puisque l'option pour les plus-values n'existe que pour les titres acquis avant le 1er janvier 2018. J'ai toujours la possibilité de bénéficier du régime de droit commun. J'ai donc le maintien des abattements de 50% ou de 65%, ou je peux également continuer à bénéficier des régimes incitatifs qui subsistent. Alors les régimes incitatifs qui subsistent, eh bien, j'ai le maintien de l'abattement renforcé à 50%, 65%, 85% applicable au titre des PME de moins de 10 ans. En revanche, le régime de l'abattement renforcé pour les cessions intrafamiliales, celui-là, il a été supprimé, y compris pour les titres que je détenais avant le 1er janvier 2018. De même que j'ai la suppression du régime de l'abattement renforcé pour les départs à la retraite. En revanche, j'ai l'abattement de 500 000 € dont je vous ai parlé. Si on essaie de se faire des petits schémas pour y voir plus clair. Finalement, si je suis sur des titres que j'ai acquis avant 2018, donc avant le 1er janvier 2018, eh bien, je vais me trouver dans la situation suivante. Je peux, si j'opte à l'IR, soit bénéficier de l'abattement de droit commun, et donc l'abattement de droit commun, je vais bénéficier d'un abattement de 50% si je détiens mes titres entre 2 et 8 ans, et je vais bénéficier d'un abattement de 65% si je détiens mes titres depuis plus de 8 ans au moment de la cession. Mais je peux également bénéficier des abattements renforcés, si ce n'est que l'abattement pour les cessions à l'intérieur du cercle familial, ces abattements n'existent plus puisque le régime a été supprimé, que l'abattement pour le départ à la retraite, donc les abattements de base imposable de 50%, 65%, 85% ont été supprimés également. En revanche, les abattements renforcés jeunes entreprises continuent à s'appliquer. Et donc, si j'ai acquis mes titres avant le 1er janvier 2018 et que je les ai acquis dans les 10 premières années de l'entreprise, je continue à pouvoir bénéficier du régime de faveur d'abattement de 50%, 65% ou 85%. Si maintenant je détiens des titres donc, qui bénéficient du régime jeune entreprise et que j'envisage de prendre ma retraite, eh bien là, de quoi vais-je pouvoir bénéficier ? J'ai d'abord mon régime de droit commun qui est le PFU. Donc régime de droit commun, le PFU, et donc si je veux bénéficier du PFU à 30%, je bénéficie du PFU à 30%. Dans ce cadre-là, puisque je pars à la retraite, je bénéficie de l'abattement des 500 000 €. Et donc si ma plus-value fait moins de 500 000 €, je ne suis pas taxable du tout. Si elle fait 700 000 €, j'ai 200 000 € qui vont être taxables. Ils vont être taxables à quoi ? Au PFU, donc à un taux de 30%. D'accord ? Départ à la retraite maintenant pour les jeunes entreprises. Maintenant, donc, si je fais l'option à l'IR. Si je fais l'option à l'IR, cette fois-ci, je vais pouvoir choisir entre l'un des 3 schémas suivants. Soit l'abattement des 500 000 €, première possibilité, le nouvel abattement qu'on vient de mettre en place, soit l'abattement de renforcé de 50%, 65% ou 85%, puisque je suis dans le régime jeune entreprise, soit l'abattement de droit commun. Alors l'abattement de droit commun, je n'ai aucun intérêt à l'invoquer, bien sûr, puisqu'il est moins intéressant. J'ai donc finalement le choix entre option IR avec mon abattement à 50%, à 500 000 €, excusez-moi, ou l'abattement renforcé. Mais je ne peux pas cumuler les deux. Vous vous souvenez que dans le régime antérieur, quand je partais à la retraite, j'avais le bénéfice et de l'abattement des 500 000 € et de l'abattement renforcé. Désormais, c'est l'un ou l'autre, mais je ne peux pas les cumuler. Donc voilà la situation en fait, dans laquelle nous nous trouvons désormais aujourd'hui. Si les titres ont été acquis après le 1er janvier 2018, eh bien là, le principe, c'est que j'ai le PFU. Et du coup, là, je vais appliquer le PFU. Et je ne peux pas revendiquer un abattement de 50%, 65% ou 85%, puisque j'ai acquis mes titres après le 1er janvier 2018. En revanche, si je pars à la retraite, je vais pouvoir bénéficier sur option du barème de l'IR, sans aucun abattement donc pour durée de détention. Par contre, j'ai bien l'abattement fixe de 500 000 € quand je pars à la retraite. Donc, ma base IR va être taxable sur la fraction qui va excéder mes 500 000 €. En synthèse, si je regarde l'abattement de droit commun, l'abattement de droit commun sur les titres qui ont été acquis avant le 1er janvier 2018, le principe, c'est que je n'en bénéficie pas parce que je suis au PFU. Mais si sur option, je veux me placer dans le régime IR, à ce moment-là, je bénéficie des abattements de droit commun. Si je regarde les titres
qui ont été acquis après le 1er janvier 2018, ben là, c'est supprimé. J'ai plus de régime d'abattement de droit commun. Si je regarde maintenant la situation pour les plus-values qui bénéficiaient de l'abattement renforcé, eh bien, si je bénéficiais du régime de PME moins de 10 ans, donc j'ai souscrit les titres d'une société dans les 10 premières années de la société, le principe, à nouveau, si je cède après 2018, eh bien, c'est que je suis au PFU, mais sur option, je peux passer à l'IR. Et si je passe à l'IR, je bénéficie à ce moment-là de mes abattements de 50%, 65% et 85%. En revanche, pour les cessions intrafamiliales, même si j'ai acquis mes titres avant le 1er janvier 2018, ce régime est supprimé, je ne peux donc plus bénéficier d'un abattement. Et pour le régime départ-retraite dirigeant, les abattements à 50%, 65% et 85%, ceux-là aussi sont supprimés. Si j'ai acquis mes titres après le 1er janvier 2018, eh bien là, je n'ai plus de régime de faveur et de régime incitatif, donc je suis forcément dans le PFU. Lorsque je vais donc avoir la question à me poser, qu'est-ce que je vais regarder? Au centre, j'ai les revenus. Donc j'ai des revenus de capitaux mobiliers, à taux fixe, ou du dividende ou des plus-values. À gauche, la question c'est, si je vais je choisis le PFU, est-ce que j'ai un abattement? Ben, sur les revenus de capitaux mobiliers à taux fixe, je n'ai pas d'abattement à gauche. Donc, est-ce que je vais choisir le PFU? Je vais regarder si j'ai un abattement dans la colonne de droite, c'est-à-dire si j'opte à l'IR, est-ce que j'ai un abattement? Et du coup, peut-être que mon taux d'IR est plus élevé, mais s'il s'applique à une base qui est plus faible, ça peut être intéressant. Mais comme à droite, je n'ai pas d'abattement, eh bien, globalement, à l'IR, je vais avoir un taux, dans les premières tranches, je suis à 14%, le PFU, je suis à 12,8%, donc je vais choisir toujours le PFU. Si par contre je vais dans le dividende, dans le dividende ici j'ai un abattement de 40% si je suis dans l'option IR et je n'ai pas d'abattement si je suis de l'autre côté. Donc la question c'est, est-ce que 12,8% mon PFU, c'est mieux que le taux que je vais supporter sur 60% de la base imposable? Et enfin la troisième ligne, les plus-values sur titres, et je suppose que ce sont des acquisitions avant 2018 parce que sinon je n'ai pas de choix. Si ce sont des acquisitions avant 2018, je n'ai pas d'abattement dans ce cadre-là. Sauf bien sûr quand j'ai pas d'abattement quand je suis dans le PFU. Hein. Par contre, j'ai un abattement de 50%, 65% ou 85% lorsque je suis dans le régime IR. Donc voilà en fait ma grille de lecture pour définir ce que je vais choisir. Et j'ai juste un petit tableau. Si je mets tout en ligne comme ça, j'ai finalement mes intérêts, mes dividendes, mes plus-values sans abattement, mes plus-values avec un abattement de 50%, mes plus-values avec un abattement de 65% et mes plus-values avec un abattement de 15%. Et parallèlement, j'ai ma première colonne, c'est le PFU à 12,8%. Donc là, dans tous les cas de figure, je serai taxé à 12,8%. Et après, je compare ça avec le taux que j'aurai sur ma tranche marginale d'imposition à 14%, 30%, 41% ou 45%. Et quand vous comparez, eh bien, à chaque fois que dans les 4 colonnes de droite, vous voyez que le chiffre est supérieur à ce que vous avez dans la colonne de gauche, il vaut mieux aller dans la colonne de gauche. Et si vous regardez, c'est souvent le cas. Donc globalement, en dehors des cas dans lesquels je vais pouvoir bénéficier du régime en matière de plus-value jeune entreprise, détention depuis plus de 8 ans, j'ai un abattement de 85%. Là, mon imposition à l'IR, dans un cas comme ça, peut être plus intéressante, même si je suis au taux maximum. Mais en dehors de ces cas-là, le plus souvent, on aura intérêt en fait, à opter pour le PFU. Cependant, il faut quand même toujours se poser la question, et typiquement à l'égard de nos clients chefs d'entreprise, lorsqu'ils décident par exemple, de céder leur entreprise et qu'ils bénéficient du régime jeune entreprise, il va falloir quand même toujours regarder si finalement je ne suis pas mieux dans la colonne de droite que dans la colonne de gauche. Mais attention, parce que lorsque vous faites cette option pour le barème progressif, l'option, elle est globale. C'est-à-dire qu'elle va s'appliquer à l'ensemble des revenus de l'année considérée. Donc si vous voulez bénéficier de l'option IR en matière d'impôt sur les plus-values, vous en bénéficierez aussi pour les autres revenus. Donc, si votre calcul, c'est de vous dire finalement, j'ai une plus-value et je voudrais bénéficier de l'option IR parce que c'est plus intéressant, mais qu'à côté de ça, ça vous déclenche une fiscalité plus lourde sur une grosse distribution de dividendes, eh bien peut-être que votre option pour l'IR, elle n'était pas intelligente. Alors, la grosse chance qu'on a quand même dans cet environnement-là, c'est finalement que ce choix-là, vous devez le faire lorsque vous faites votre déclaration d'impôt l'année N+1. Donc à ce moment-là, vous avez toutes les informations qui vont vous permettre de faire le bon choix. Vous savez combien vous avez touché de dividendes, vous savez combien vous avez touché de plus-value et vous savez dans quel régime vous étiez.
Donc c'est un petit peu de travail, mais globalement, ce sera un peu de travail à faire dans les premiers mois de l'année 2019 pour être sûr d'être dans la meilleure option. Mais vous voyez, le PFU, compensé simple. Je n'atteins pas les sommets de l'IFI, bien évidemment, mais c'est quand même pas si simple que ça, et en tout cas, ce n'est pas forcément aussi direct. Juste pour terminer là-dessus, du coup, qu'est-ce que ça va conduire? Qu'est-ce que ça conduit à changer dans nos stratégies patrimoniales? Eh bien, sous l'angle des stratégies patrimoniales, j'ai un match IR-IS qui va pencher en faveur de l'IS. Donc, vous savez, quand j'achète un bien immobilier et que je me pose la question, est-ce que j'investis à l'IR ou est-ce que j'investis à l'IS? Eh bien, globalement, on sait que pendant la phase de détention, l'IS, c'est mieux et qu'au moment de la cession, l'IR, c'est mieux, puisque j'ai une imposition de la plus-value qui est plus faible. Eh bien, quand maintenant vous faites des simulations et que vous cumulez et la baisse du taux d'IS et la baisse de la distribution que vous faites derrière, eh bien, du coup, ça a fait pencher considérablement la balance en faveur des stratégies IS, quand bien même on cède. Donc, en fait, c'est très intéressant de faire des simulations parce que finalement, ça change complètement les réflexes qu'on pouvait avoir avant. Donc, voilà, et je passe la parole à Jérôme.